Son n'est pas seulement ça. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus à ce 67e webinaire Parlons RH. Je suis Thomas Chardin, le dirigeant de Parlons RH, et c'est moi qui vais avoir le plaisir et l'honneur d'animer ce webinaire ce matin sur le marketing appliqué au RH, comment prévenir la fuite des talents. J'ai le plaisir pour adresser ce sujet avec vous et pour vous de recevoir une invitée experte de cette thématique en la personne de Julie Asselin, directrice marketing de 365 Talents. Bonjour Julie. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être là avec nous. En plus, je crois savoir que tu étais la semaine dernière au Royaume-Uni pour traiter exactement de ce sujet. Donc, ça va être assez intéressant. Tu vas peut-être pouvoir nous faire la comparaison entre France et Angleterre, en tout cas nous donner des éléments de ce qui se passe outre-Manche. C'est ça, j'en ai parlé sur scène, donc je pourrais en parler ici. Ah bah très bien, tu pourras nous dire un peu déjà quels sont les retours de nos amis anglais. Quel est le sommaire de notre webinaire? D'une part, Julie va justement nous dire ce dont elle va parler, quel est le contexte du marketing RH, quel est le contexte des entreprises et qu'est-ce que signifie le marketing RH. Dans un deuxième temps, on verra pourquoi c'est important pour la fonction RH, quels sont les grands bénéfices que l'on peut en tirer. Et puis dans un troisième temps, on verra le champ d'application et quelle démarche, comment procéder, par quelles étapes passer. Voilà pour le sommaire sur les modalités opérationnelles. Ce webinaire durera 45 minutes, plus que 43 maintenant. Vous avez une boîte de chat en bas que je vous invite dès maintenant à utiliser juste pour vous présenter, pour que chacun puisse se faire coucou. Je vois que voilà, David, Céline, Malo, Lisa, Hélène. Voilà, n'hésitez pas à présenter votre entreprise, en tout cas juste de donner un petit peu votre fonction, votre entreprise et peut-être là où vous êtes. Voilà, si vous êtes représentatif des pays francophones, de la France, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits coucous d'un petit peu partout dans le monde. Ça serait génial, super. Soufiane, Josiane, Alexandre, Cilia, Alexandre, c'est super. Soyez toutes et tous encore une fois les bienvenus. Vous avez cette boîte de chat, vous avez aussi surtout la boîte de questions. Julie est là pour vous, pour pouvoir y répondre. Donc n'hésitez pas à utiliser, c'est le bouton qui est juste à gauche de la boîte de chat pour poser vos questions durant toute l'intervention de Julie. Encore une fois, on s'appelle Parlons RH. Le but, c'est de pouvoir échanger avec vous. Alors même si vous êtes très nombreux à être inscrits, presque 700 à être inscrits, tant mieux s'il y a beaucoup de questions, on essaiera vraiment de toutes les traiter. Voilà pour ce webinaire, j'espère que c'est clair pour vous. Si ça ne l'était pas et si vous avez des questions, utilisez dès maintenant la boîte à questions. Julie, avant de basculer sur cette première question, de quoi vas-tu nous parler ce matin? Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens, et puis pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette belle scale-up, qu'est-ce que 365 Talents? Bonjour à tous, on l'a déjà vu. Je suis directrice de 365 Talents sur le pôle marketing depuis 3 ans. Moi, j'ai découvert l'univers RH avec 365 Talents. Je suis experte marketing avec bientôt 15 ans d'expérience en marketing, mais dans plein de secteurs différents, donc de la start-up au luxe, en passant par l'humanitaire. Donc j'ai un parcours un petit peu atypique, mais en tout cas, je me passionne des sujets RH parce que je suis aussi manager et donc c'est un sujet que je vis même, on va dire, au sein de mon travail et puis auprès de mes clients. Donc, voilà. Une experte marketing qui l'applique à la RH depuis 3 ans, c'est ça que tu dis? C'est ça. Donc, je reste encore très humble sur le sujet. Je sais que tu es beaucoup plus qu'avec moi, mais pas du tout. L'échange sera très, très enrichissant. Et 365 Talents, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous faites? Qui vous êtes? En 365 Talents, on est une scale-up de 75 collaborateurs maintenant. On s'occupe vraiment d'aller aider les grands groupes avec notre solution. Donc, on est une solution tech pour aider les grands groupes à dynamiser vraiment la mobilité interne. Donc, savoir d'une qui sait faire quoi, donc gérer les compétences, aller les détecter pour ensuite aller faire du matching et proposer des formations, des métiers en interne qui correspondent à ça. Donc, on a un LinkedIn interne qui va faire du matching entre les compétences des salariés et les jobs, missions et formations en interne.
Merci, c'est très clair, mais moi j'aime bien cette étape du webinaire. Continuer à poser quelques questions pour qu'on sache à qui on a affaire plus précisément. Juste deux, trois petites questions très rapides et après on rentre, je te le promets, et je vous en assure, je vous le garantis, dans le vif du webinaire. Juste, je vois qu'il y a marqué 75 mobilités initiées. C'est quoi une mobilité initiée? C'est cette notion de matching de LinkedIn interne? C'est ça, c'est quand on propose une mobilité à un collaborateur sur la plateforme et que la personne va dire ça m'intéresse, faire soit à gauche, soit à droite, mais pour nous, c'est à partir du moment où on a une étoile et j'ai envie de m'intéresser à ce poste, c'est cette mobilité-là qui est initiée. On a suggéré, on a fait une suggestion intelligente et donc on entraîne les gens vers la prochaine étape de leur parcours professionnel. Et quand donc il y a une forme de push au collaborateur pour suivre une formation, oui. Son manager est au courant? Pas forcément, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui préfèrent mettre le manager au courant, d'autres non. C'est variable, en fonction de chaque culture. Chaque client a sa culture. Oui. Encore une petite question, je vais te taquiner un petit peu. J'ai entendu, vous êtes pour les grands groupes internationaux, je vois que c'est marqué plus de 1000 salariés. Pour les PME, voilà, nous parlons RH, on voudrait s'équiper de 365 talents, on ne peut pas. Pourquoi ce sectarisme? C'est parce qu'on a une solution tech qui s'appuie sur de l'IA et je pense qu'on a beaucoup plus de sens, on apporte du sens quand il y a un énorme volume de data. On a besoin de se nourrir de la data pour aller créer les meilleures suggestions possibles. Et puis après, sur les TPE, PME, normalement, vous connaissez un petit peu tous vos salariés, vous savez quelles vont être les mobilités à proposer. Donc voilà. Un jour, peut-être, Parlons RH aura 1000 salariés et j'en serais ravie de t'aider. Je ne souhaite pas forcément qu'il y ait 1000 salariés. Pour l'instant, je connais les prénoms de tous les collaborateurs, presque par ordre alphabétique. Donc, voilà. Mais j'entends bien qu'il faut de la data pour pouvoir faire ce matching. Tu as cité les grands comptes. Tu as dit que c'était la cible. Est-ce que tu peux nous citer quelques références peut-être avant de passer à la suite? On a évidemment SNCF, Veolia, je parlais groupe français, Société Générale, Crédit Agricole, RTE, Tessie et j'en passe. Donc voilà, dans des grands groupes, secteur public, secteur privé. Oui. Juste un petit point, et je me permets encore une fois de te taquiner, je crois que je suis là aussi pour ça, pour essayer de faire votre porte-voix. Souvent, quand on contracte avec un petit service d'une petite BU, d'un petit département, d'une entreprise du CAC 40, comme tu as cité, Crédit Agricole et Société Générale, nous aussi, ils sont clients de l'agence, mais c'est pour une toute petite portion. Est-ce que c'est votre cas aussi ou c'est un peu plus large? Non, alors nous, c'est vraiment des déploiements à l'échelle. Sur Société Générale, on est à 80 000 collaborateurs et sur Crédit Agricole, on est à près de 55 000 parce qu'on inclut quasiment toutes les caisses régionales. Donc, il y a 39 caisses du Crédit Agricole. Donc, c'est vraiment des accords de groupe ou même la SNCF, c'est les 150 000 collaborateurs. Ok, je vais arrêter d'être taquin. Je renvoie ma question puisque c'est pas la même chose. J'entends que vous adressez, quand tu cites une référence, vous adressez l'ensemble des collaborateurs. Dernière question. Qu'est-ce que vous avez prévu en 2023 en termes de perspective de développement? Et après, je vous assure, on rentre dans le vif du sujet. 2023, pour nous, c'est vraiment la continuité de l'internationalisation parce qu'on a des clients qui sont grands comptes et donc qui sont à l'international. Et donc, nous, c'est aussi d'aller répondre à leurs questionnements. Donc, on travaille beaucoup sur l'ajout de langues en multilingue. Donc, on va avoir plus de 50 langues qui vont être couvertes par la plateforme. D'accord. Donc là, toujours cette perspective de développement et cette internalisation accrue. Merci beaucoup pour cette introduction. Eh ben, on poursuit donc par cette première question qui est: de quoi vas-tu nous parler ce matin? Merci Jean et Lisa pour vos questions. Je les vois, je les poserai juste après. Moi, je vais parler de tout ce qu'on entend et je pense que vous avez dû probablement entendre parler de Great Resignation, Quiet Quitting. Donc, c'est tous ces nouveaux noms qui nous font penser qu'il y a une espèce de nouvelle tendance RH. Enfin, en tout cas, une tendance qui est très visible et c'est pour ça qu'on a mis un petit peu sur TikTok, on parle de QuitTok, il y a 160 millions de vues sur... C'est quoi le QuitTok? Le QuitTok, c'est le fait d'aller sur les réseaux, montrer qu'on démissionne en live, on se filme en train de dire c'est vraiment l'autre côté de l'Atlantique qu'on fait ça, mais on se filme dire à son patron ou même au micro du supermarché dans lequel on travaille, bon salut, je m'en vais, je démissionne, j'en ai marre,
vous ne me traitez pas correctement, donc au revoir. Et ça, c'est très très nouveau. Pour moi, en tout cas, le fait que ce soit très visible, le phénomène de démission, pas forcément, mais c'est des choses qui vont créer un peu une tension pour moi, pour les RH, parce que on va dire qu'avant la démission, on savait qu'il y avait des gens démissionnaires, mais c'était pas comme une tendance comme ça. Là, on se retrouve vraiment avec des choses qui sont très marketing. Et puis, il y a ce mot du quiet quitting, donc finalement, c'est le synonyme du désengagement. C'est juste de dire je démissionne mentalement, je vais pas être engagée, je vais faire le minimum de ce qu'on me demande parce que je suis plus engagée dans l'entreprise, j'y crois pas. Il y a aussi toute cette quête de sens un petit peu post-Covid. Donc, on va dire qu'il y a des choses qui existaient avant, mais j'ai l'impression que le Covid a un petit peu empiété ça. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Thomas, mais déjà, si, bien sûr, je suis d'accord. Non, mais effectivement, ce ne sont pas des tendances nouvelles, ce sont des tendances qui se sont trouvées réaffirmées, mises en exergue encore plus avec la crise sanitaire. Et en fait, elles existaient un petit peu de façon immergée avant, où on ne voulait peut-être pas les voir. The Great Resignation a lieu surtout aux États-Unis. En France, il y a des chiffres qui montrent qu'effectivement elle est là, mais c'est presque balbutiant dans les chiffres, mais il se passe évidemment quelque chose. Oui. Et c'est un petit peu ce qu'on disait là, le fait que ça passe même à la télévision. Oui, le screenshot, c'est impressionnant. C'est un screenshot de télé, pardon, la capture d'écran. J'étais à Londres, je parle encore beaucoup anglais. Mais le fait qu'effectivement ça passe à la télé, on n'a jamais vu sur BFM des captures de TikTok ou de QuickTok, voilà, pas encore. Je ne sais pas si, je pense pas. J'espère qu'on ne passera pas par là. Non plus. Et alors, tu vas nous parler de marketing RH. Oui, parce que le marketing RH, pareil, ça existe depuis un petit bout de temps, mais je pense que parce que dans ce contexte de désengagement, de pénurie de talents, de fuite des talents, pour moi, ça a l'air d'être un peu l'atout. Et dans le marketing RH, on a tendance à se concentrer que sur la marque employeur, mais c'est pas que ça. Et on va le voir un petit peu après. C'est tous les outils qui vont être à disposition des RH pour aller faire la promotion de l'entreprise en tant qu'employé et surtout en tant qu'employeur. En tant qu'employeur, pardon, oui. Et c'est surtout faire en sorte que les collaborateurs aient la meilleure expérience possible au sein de l'entreprise parce que ça va rayonner pour aller ensuite attirer des talents, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à l'intérieur du marketing RH et pour moi, vu le contexte, c'est un élément un peu important pour les DRH et en plus, c'est quelque chose qui doit être très transverse de ce que je vois un petit peu en ce moment, c'est que c'est peut-être un petit peu siloté. Il va y avoir des gens de marque employeur qui vont essayer de faire beaucoup de choses sur la marque employeur, mais le développement des talents gère une autre partie. Et donc, l'idée, c'est de penser marketing RH vraiment au global pour la DRH. Donc, le marketing RH comme solution à cette fuite des talents, à cette guerre des talents, à condition que ce soit dans une approche systémique, globale, transversale, en évitant les silos. Toi qui vois beaucoup de DRH, je sais que tu en rencontres beaucoup, notamment outre-Manche, tiens. Dans les DRH que tu rencontres, que ce soit en France ou à l'international, est-ce qu'ils te parlent justement de marketing RH? Alors, est-ce qu'ils ont « Ah, moi j'ai mal à mon marketing RH », est-ce que c'est comme ça qu'ils l'évoquent ou pas? Ils en parlent parce que pour eux, et je pense que outre-Manche, c'est un peu intéressant, c'est qu'ils vraiment valorisent la DRH dans ses actions. Donc, il y a une approche très business de comment la DRH va se mettre en avant, va aller présenter ses projets et va être très centré collaborateur. Il y a beaucoup de questionnements autour de l'expérience collaborateur. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a un très bon parallèle entre marketing, où nous, on va se concentrer sur l'expérience client, et d'aller transposer ça sur l'expérience collaborateur. Je trouve ça particulièrement intéressant. Et ça, c'est plus vrai outre-Manche qu'en France, où tu trouves que cette appétence ou cette acculturation au sujet, est-ce que dans ces deux pays-là, mais peut-être dans d'autres en Europe, est-ce que c'est assez homogène ou est-ce qu'il y a des spécificités françaises? Alors, je pense que en spécificité française, et après je vais faire des généralités, mais je pense que le DRH est encore un petit peu caché derrière ce qu'il est en train de faire. C'est un petit peu nouveau d'aller se mettre en avant, de prendre la parole, de dire voilà, j'ai fait ça. Il y a toujours un petit peu la crainte de que vont penser mes salariés si j'explique qu'on est en train de faire ça, que vont dire les syndicats. Mais donc il y a
je pense qu'il y a un petit peu une crainte de la prise de parole et d'aller expliquer pourquoi on fait ça. Et donc ça change. Après, moi, je vois de très bons exemples. Je pense à un client qui était anciennement directeur de service client chez Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur et qui est devenu DRH. Et j'aime beaucoup sa manière de voir les choses parce que c'est un exemple parlant de comment on passe de expérience client à expérience collaborateur. Donc un petit défaut d'acculturation au marketing ou à cette notion de service interne, oui. Petit en tout cas par rapport aux pays internationaux, avec d'autres contraintes en France qui peuvent s'expliquer. Alors on va prendre tout de suite déjà quelques questions. Je le rappelle, vous avez un espace, un petit bouton de questions, n'hésitez pas à en poser. Et je les poserai à la volée à Julie. Première question de Marine, est-ce qu'il est facile pour une PME de développer cette notion de marketing RH au-delà de la marque employeur? Oui, parce que pour moi, il y a plein de choses à aller faire pour donc la marque employeur, certes. C'est là, mais il y a d'autres éléments. Et puis, c'est surtout aller se mettre en... Parce que moi, ce que j'aime dire, c'est d'aller se mettre en position de qu'est-ce qui va faire que, si je me positionne en tant que collaborateur, qu'est-ce qui va faire que ma PME va être attractive? Et à partir de là, on réfléchit à... par exemple, je candidate pour la PME. Donc ça, c'est un premier parcours. Donc vraiment penser en méthode de parcours, ça c'est très expérience client, mais d'aller l'appliquer au RH. Donc comment je candidate, comment je change de métier au sein de l'entreprise, comment je quitte l'entreprise aussi, c'est quoi mes parcours. Donc je pense que pour répondre à la question un petit peu rapidement, d'aller se concentrer sur les parcours, ça peut être. Il y a beaucoup de questions, donc je te remercie. Non, mais justement, je te demande effectivement de répondre rapidement et c'est moi qui vais te frustrer probablement l'audience pour créer du rythme. Oui, effectivement, la PME, le marketing RH, c'est surtout beaucoup de bon sens. Ce n'est pas une problématique de moyens. Ce n'est pas parce qu'en PME, on a moins de moyens que dans un plus grand groupe et d'un groupe international qu'on ne peut pas faire preuve de bon sens. J'ai presque envie de dire même presque au contraire. Laurence te pose la question suivante. Quelle différence entre marketing RH et marque employeur? Très bonne question, Laurence. Oui, pour moi, la marque employeur fait partie de tout le mix marketing RH. Donc, c'est, on va dire, un des volets. Et il y en a d'autres qu'on a évoqués. Comme le marketing de la fonction RH en tant que tel. Voilà, c'est ça. Le marketing, ça peut être en fait l'ensemble des techniques marketing, techniques, processus, outils appliqués au domaine RH. La marque employeur étant l'ensemble des traits distinctifs de l'entreprise dans sa dimension employeur. Donc, c'est pas uniquement, c'est une des parties, comme vient de l'évoquer Julie. Je vais un petit peu vite sur les questions parce qu'il y a évidemment d'autres slides sur la suite du webinaire, mais ça me semble important, on est encore une fois là pour échanger. Alors, Marine repose la question, quels sont les autres volets du marketing RH? Le marketing de la fonction RH, l'expérience collaborateur en fait aussi partie, puisque c'est aussi une logique marketing. On va y venir. Amadou, quelle nuance faut-il faire entre les collaborateurs au-delà des attentes sur leur poste après une évaluation annuelle et les talents? Quelle différence entre collaborateurs et talents? Alors, moi, j'en fais pas. Je sais qu'il y a des entreprises où on va parler de talent pour uniquement les hauts potentiels. Pour moi, tous les collaborateurs ont des talents. Donc, ça dépend des entreprises, mais moi, je considère que collaborateurs et talent sont des synonymes. Voilà. Collaborateur égale talent, tout le monde a un talent. Lisa, petite question concernant la possibilité, faisabilité de déployer 365 talents auprès des collectivités territoriales. C'est possible ou pas? Bonne question. Pour moi, à partir du moment où on a une base de ce que je disais, 1000 collaborateurs qui sont entre eux, c'est tout à fait envisageable. Alors, Jean te pose des questions très pertinentes, mais extrêmement pointues sur le sens des mots, et c'est vrai que les mots ont un sens. Quel engouement pour quel engagement? Waouh, Jean, sacrée question. S'engager, est-ce selon l'étymologie se donner engage? Ne faut-il pas une symétrie de l'engagement? Est-ce qu'il faut une symétrie de l'engagement? Entre l'entreprise qui s'engage pour ses salariés, pour ses employés, pour ses collaborateurs, moi et mes anglicismes, et dans l'autre sens, les collaborateurs qui vont s'engager pour leur entreprise. Moi, je pense que c'est tout à fait pertinent. Et oui, à partir du moment où une direction RH
commence à réfléchir sur l'expérience collaborateur, elle s'y engage. Elle ne va pas juste faire un état des lieux et regarder et dire bon, bah voilà, c'est comme ça. Je pense que toutes les actions et toutes les DRH s'engagent pour leurs collaborateurs. Il y a effectivement des droits et devoirs dans les deux parties. Je vous propose de poursuivre, Zineb, je vois bien votre question, et on va juste poursuivre le webinaire. On a vu ce que c'était le marketing RH, on va y revenir juste après aussi dans les champs d'application, dans la démarche, les étapes. Mais est-ce que tu peux nous dire quels sont les bénéfices pour les professionnels RH de ce marketing appliqué au RH? Voilà, c'est un petit peu le résumé de tout ce qu'on a vu. Hein. On parlait justement d'améliorer l'image des RH, donc c'est d'aller promouvoir ce que fait votre département et d'expliquer en quoi l'expérience collaborateur est améliorée par X, Y actions. Et donc, c'est vraiment tous les plans que vous allez pouvoir faire en transverse ou sur certains pôles particuliers. Et je pense au développement des talents, au parcours de carrière, etc. Il y a un impact économique. Ça, on l'a vu un peu rapidement au début, mais on sait que le coût du désengagement, donc quand on sait qu'en France, c'est 14% des salariés sont réellement engagés, l'impact économique, il a été calculé dans une étude et il est autour de 14 000 euros par an par salarié. Donc l'impact, il est énorme d'aller prouver en tant que DRH que vous essayez de contrer ça. Donc c'est pas juste les démissions, le coût des démissions, etc., ou les coûts de recrutement parce que vous avez des départs, il y a aussi ce fameux coût de désengagement. Donc l'impact opérationnel, il découle un petit peu de ça. C'est toutes les actions que vous allez pouvoir créer au sein de la DRH pour faire en sorte de mobiliser vos talents, d'aller créer de la mobilité interne, de faire en sorte que tout le monde soit engagé au sein de l'entreprise. Et puis, l'impact social, il est là. Je pense que c'est un petit peu le cœur de pourquoi vous avez choisi votre mission de RH, c'est d'avoir un impact positif sur tous vos collaborateurs. Et de façon un petit peu exagérée, même un peu, comment dire, schématique, caricaturale, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est vrai que l'entreprise est de plus en plus devenue une forme de machine à broyer qui génère de l'absentéisme, 25 jours en moyenne d'absence par an et par salarié. Donc ça monte d'année en année. Donc on est à plus d'un mois, si on compte en jours travaillés, d'absence en moyenne par an par salarié, ça augmente. Donc ce n'est pas évidemment la finalité de l'entreprise, c'est juste une des conséquences de nos modalités opérationnelles aujourd'hui, sans parler des problèmes d'attractivité, des problèmes de fidélisation qu'on a évoqués. Ça sont les grands bénéfices de l'application, en tout cas d'essayer de mettre en œuvre une démarche de marketing RH. Mais juste d'un point de vue plus opérationnel, presque j'ai envie de dire, qu'on puisse un peu se projeter, est-ce que tu aurais un exemple d'une entreprise que tu as rencontrée récemment, d'un client ou non, peu importe, des bénéfices qu'il aurait pu tirer d'une démarche de marketing RH qu'il aurait déployée? J'ai un bon exemple chez mes clients. Je trouve que Veolia avait fait un travail exceptionnel sur la mise en avant des nouvelles missions et le fait de lancer la mobilité interne. Donc, il y avait eu la DRH a été très créative, avait créé des films, un remake de Mission Impossible pour montrer cette mission si vous l'acceptez, et vraiment pour moi, la clé des DRH qui vont être innovantes en marketing, c'est celles qui vont se regarder en tant que consommateurs, parce qu'on est tous consommateurs et il y a une vraie... La frontière entre ce qui se passe au travail et ce qu'on voit et ce qu'on a en tant que consommateur, elle est de plus en plus fine. Donc, quand vous allez dire, tiens, j'ai vu telle entreprise, par exemple Patagonia, qui appuie beaucoup sur ses valeurs, qui donne du sens, et bien là, on crée une belle marque. Ou alors, ce qu'a fait Veolia, de dire... de créer une émotion en disant moi en tant que consommateur j'aime quand on me raconte une histoire d'une manière un peu différente et d'aller faire ce remake de Mission Impossible, ça a créé un engagement, tout le monde a voulu se connecter à la plateforme, essayer de comprendre. Donc pour moi le secret, c'est encore du bon sens, c'est se placer, de se dire en tant que consommateur qu'est-ce que j'aime et comment je peux l'appliquer à mon métier RH. Alors, on va continuer à prendre des questions. Alexandra te pose la question suivante. Au final, quels sont les nouveaux métiers du marketing RH?
Il deviendra beaucoup. Les nouveaux métiers. Alors déjà, si on pouvait juste avoir, sans parler de nouveaux métiers, mais juste avoir comme fonction au sein de la fonction RH quelqu'un qui porte le marketing RH uniquement, ça serait déjà, à mon avis, un grand pas. Je ne sais pas combien il y a de DRH avec des personnes qui sont dédiées à cette activité. À mon avis, pas beaucoup. Pas suffisamment, probablement. Oui, pour moi, il y a si je tire le trait, hein, si on essaye de regarder ce qu'il y a au sein d'un département marketing et si on essaye de transformer les métiers, par exemple, moi, dans mon département marketing, j'ai quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est communication interne, donc d'aller penser aux newsletters, l'engagement sur les réseaux sociaux. Donc, on pourrait imaginer, on va dire, la traduction des postes marketing traditionnels dans une direction marketing et d'imaginer que ça, ce serait le Graal, une équipe marketing RH où tous les postes seraient représentés. Ça rejoint un peu la question de Zinem, me semble-t-il. Quelles sont les nouvelles tendances du marketing RH? Est-ce que la tendance du marketing RH, on parle beaucoup de symétrie des attentions dans l'expérience collaborateur, est-ce que ce n'est pas justement la symétrie des actions, des moyens, des processus et des budgets? C'est-à-dire que regardez chacun ce que vous faites au sein de vos entreprises en termes marketing, et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est la même chose qui est faite en termes RH? Non pas, il ne s'agit pas de transformer la fonction RH en régie publicitaire, c'est absolument pas ça. D'ailleurs, le marketing, ce n'est pas la publicité, ce n'est pas la communication non plus, ni le commerce. Je ne sais pas, quand il y a un numéro de téléphone pour les clients, est-ce qu'il y a un seul numéro de téléphone pour les salariés? Quand il y a un seul point d'entrée sur votre site web pour les clients, est-ce qu'il y a un seul point d'entrée pour les collaborateurs sur l'intranet ou le SIRH, ou est-ce qu'il y a pléthore de solutions avec des interfaces complètement différentes? Est-ce que si vous faites des enquêtes clients, est-ce que vous faites des enquêtes collaborateurs? Vous pouvez décliner en fait toutes, et c'est exactement ce que tu viens de dire, vous pouvez décliner toutes les actions. Alors, je ne le prends pas sous l'angle de l'organisation des services marketing, mais sous l'angle des techniques. Vous faites des focus group en marketing? Est-ce que vous faites des focus group en RH? Qu'est-ce que vous faites de ces focus group? C'est-à-dire comment est-ce que vous remontez la matière de ces focus group pour transformer, pour optimiser, pour améliorer les services RH? C'est peut-être ça la réponse à Zineb. Quelles sont les nouvelles tendances? Pardon, j'ai fait une partie de la réponse. Mais je savais qu'elle allait te faire cette question. Non, je suis tout à fait d'accord, je pense que c'est ça. Ouais. Voilà. David te pose la question suivante. Selon vous, quels sont les principaux leviers du marketing RH une TPE ou une PME doit développer, n'ayant pas pour la plupart de fonctions RH préétablies avec un gérant souvent couteau suisse sur son poste? Moi, je vois des choses assez intéressantes sur les réseaux sociaux on va dire de gérants qui vont expliquer, voilà ce que je fais, qui vont mettre en avant leurs employés. Je trouve que si on part vraiment de la base et on va dire du minimum, si vous pareil, pensez à votre cible. Quelle est la cible de salariés que vous voulez avoir dans votre TPE, PME? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez proposer? Et de voir quelle va être l'audience. C'est vraiment la démarche de bon sens de, par exemple, si vous cherchez des gens qui vont être derrière un ordinateur et qui sont probablement avec un compte LinkedIn, développer votre image de marque en tant que gérant sur LinkedIn pour aller attirer des talents, expliquer pourquoi votre entreprise est différente, la mission de votre entreprise, pourquoi vous l'avez créée. Tout ça, ça va créer votre marque, parce que vous allez porter votre marque en tant que gérant. Donc voilà, pour répondre succinctement à la question. Oui, c'est pas évident parce qu'en fait, la réponse est toujours, ça dépend de l'entreprise en tant que telle, de ses moyens, de ses ambitions, de son histoire, de sa culture. Je reprends juste un point que tu as évoqué qui me semble vraiment déterminant, qui est de dire, en fait, il y a un changement de paradigme de l'échange avec les collaborateurs, avec les candidats, les collaborateurs et les managers. Il s'agit non plus d'être intéressé, mais d'être intéressant. Ça marche pour la TPE, la PME, le TI, le groupe international, la Worldwide Company. Être intéressé, c'est ce qu'on était un petit peu avant. On était intéressé par une personne pour être candidate et on pensait qu'une offre d'emploi, on faisait en sorte qu'une offre d'emploi suffisait à ce qu'elle candidate. On était intéressé par la fidélisation des collaborateurs, leur engagement, voire parfois leur surengagement, en fait, par l'aspect productif. Ça ne marche plus. Le monde moderne, et il y a déjà presque un quart du siècle qui s'est écoulé, ne marche plus avec cela. Il faut être intéressant. Et pour être intéressant, je reprends ton point, il faut s'intéresser aux collaborateurs. C'est quoi leurs insights en marketing? On parle d'insights. C'est quoi leurs frustrations, leurs attentes, leurs besoins, leurs irritants?
Mais si on ne sait pas quel est l'irritant d'un candidat, ses attentes et ses besoins, on est sûr d'être uniquement intéressé par son acte de candidature en pensant qu'une offre d'emploi suffit, plutôt que de lui proposer un projet, une ambiance de travail, une rémunération, une formation. En fait, il y a du sens, il y a beaucoup de choses différentes, mais tout le monde n'attend pas tout. Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment basculer. C'est ça le marketing, c'est basculer d'intéressé à intéressant. C'est ça. Et tout en étant authentique, parce que ça ne marche que si vous croyez vraiment à ce que vous êtes en train de faire et que ce soit pertinent avec vous. Parce que si vous mettez l'accent, par exemple, sur la mission, mais que vous, en tant que personne ou en tant que gérant, c'est pas vraiment ce qui vous intéresse, ça ne marchera pas non plus. Donc, il y a vraiment l'idée de s'intéresser et être intéressant, et surtout d'être authentique dans ce qu'on va proposer. Audrey te pose la question, justement, comment engager des consultants dans une SS2I, une ESN, qui sont donc peu présents au siège, des gens qui sont tout le temps en mobilité? Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, on va dire, au sein même déjà des équipes d'un point de vue management. Moi, je pense que s'appuyer sur les managers, les DRH, il y a un vrai binôme à aller créer. Et après, c'est pareil, je vais encore avoir une réponse de dormante. Ça dépend vraiment de quand est-ce que les gens reviennent. Est-ce qu'il faut créer des temps forts? Est-ce qu'il y a des engagements à les faire? J'ai vu un très bon exemple d'une entreprise qui mobilisait des salariés autour d'une cause qu'eux-mêmes avaient choisie. Donc, ils avaient voulu aider les Restos du Cœur, et donc l'engagement de l'entreprise, c'était on se retrouve en tant que collaborateur à aller faire une maraude de Restos du Cœur tous ensemble, qui veut venir. Donc ça, voilà, c'est des choses qui peuvent redonner de l'engagement en donnant du sens, et c'est peut-être par là qu'il faut passer. La cohésion, le fait de fédérer autour de quelque chose de commun, ça peut être un projet, du sens, etc. C'est vrai que en ESN, il y a véritablement cet enjeu de fierté d'appartenance, puisque par définition, les liens sont distants. Mais ce n'est pas que les liens de proximité physique qui comptent, bien au contraire, notamment avec le développement du télétravail. Nadia te pose la question, comment engager le collaborateur avec la génération Z génération Z qui arrive, la notion d'engagement n'a-t-elle pas changé de sens, notamment pour eux? Je pense que ça dépend de ce qu'on appelle engagement. Pour moi, ils sont très engagés, et pareil, j'ai l'impression de faire la généralité sur la génération Z, mais ils sont très engagés sur certaines choses. Ils vont peut-être avoir la notion de mission et de sens qui va être très importante pour eux. L'autre chose qui est assez différente, c'est que eux, ils ont vécu le confinement et le fait d'être assez éloignés. Et on peut avoir une grande distorsion entre ceux qui ont déclaré que le travail, c'était forcément en remote, loin, et d'autres qui vont vraiment vouloir venir en travail tous les autres et chercher l'engagement par la cohésion d'équipe et ce qu'on vient de voir. Donc, le sens, il a changé, mais pas fondamentalement. Pour moi, c'est plutôt les écarts qu'il peut y avoir entre ceux qui vont vouloir être très loin, qui vont être en remote, vouloir travailler depuis l'Espagne, et d'avoir un équilibre vie pro, vie perso très très fort, et les autres qui vont justement chercher à faire partie du collectif et à être au travail avec les autres et à être en équipe. Il y a autant de diversité d'attentes dans la génération Z que dans la génération X, Y et précédente. Ne l'oublions pas, et le critère déterminant n'est pas la date de naissance. La date de naissance détermine la notion de génération. C'est plutôt, en tout cas en France, la catégorie sociale professionnelle et le diplôme. Le diplôme, d'ailleurs, étant corrélé à la catégorie sociale, malheureusement. C'est un constat. N'oublions pas qu'aujourd'hui en France, en 2022, 55% des jeunes ne sont pas diplômés de l'enseignement supérieur. Et il y en a quasiment autant, c'est juste cette année, d'ailleurs en 2022, que les non-diplômés, BEP ou CAP, sont moins nombreux que les diplômés d'un Master 2, d'une école d'ingénieur ou d'une école de commerce. Autrement dit, comme tu viens de l'évoquer, on a une polarisation très forte des attentes. Quand on regarde un diplômé d'HEC qui a 50 ans, qui a 40 ans, qui a 30 ans ou qui sort de l'école, ils ont grosso modo les mêmes attentes. Au même titre qu'un non-diplômé a grosso modo les mêmes attentes, quel que soit l'âge. Donc, l'appréhension des nouvelles attentes vis-à-vis des évolutions du travail, elles sont plus par catégorie sociale et par diplôme que par la notion de génération. Même si, au sein même d'une génération avec des catégories sociales bien déterminées, on a des attentes bien spécifiques.
Mais en fait, c'est un autre sujet. Il faudrait faire un webinaire sur la génération Z, ou plutôt Ouais. même les générations Z. On poursuit le webinaire, on prendra j'ai bien vu les autres questions et on va les prendre juste la suite. On a vu ce que c'était le marketing RH, on a vu évidemment que c'était important, on a répondu à une dizaine de questions, mais est-ce que là on peut rentrer plus dans la partie opérationnelle et nous dire comment ça marche presque, hein, c'est-à-dire que par quelles étapes il faut passer et c'est quoi le funnel marketing? Le funnel, alors on en parlait juste avant avec Thomas, c'est l'entonnoir. Donc c'est. Attends, qu'est-ce que tu. Continue. En fait, j'ai cliqué sur un mauvais bouton. Voilà, c'est de ma faute. Il me perturbe dans ce que je suis Pardon. en train d'expliquer, pas de problème. Le funnel marketing, donc c'est vraiment l'idée d'avoir un entonnoir. Donc c'est pas funnel ne veut pas dire tunnel, mais c'est l'idée d'aller regarder, parce que maintenant que les RH sont en pénurie de talents, il va falloir être dans un univers compétitif. Donc c'est là où on rejoint un peu les techniques de marketing, où il va falloir faire de l'acquisition. D'ailleurs, moi je trouve ça intéressant que les chargés de recrutement se retrouvent talent acquisition. Donc on voit bien qu'il y a ça qui arrive côté RH. Et ben, le funnel marketing, c'est d'aller déjà en 6 étapes convertir donc quelqu'un qui ne vous connaît pas, on va dire un talent quelque part. Déjà, le fait qu'il soit conscient que votre entreprise existe, donc c'est la partie awareness, c'est qu'ils vous connaissent. La deuxième étape, c'est l'étape de l'intérêt, que vous allez susciter un intérêt. Est-ce que c'est parce que vous allez, je ne sais pas, via l'Instagram de l'entreprise, montrer qu'il y avait une équipe qui a couru pour Octobre Rose, ça a l'air vachement bien, dis donc, ils ont couru, c'est super. Donc, créer cet intérêt pour ensuite se dire, mais est-ce que je postulerai pas? Donc ça, c'est l'étape de considération, de se dire, je pense que je vais envoyer mon CV. Et donc ça, c'est vraiment la partie bleue, on va dire, c'est la partie du recrutement chez vous. Et une fois qu'on arrive sur la partie numéro 4, c'est la conversion. Donc ça y est, la personne est devenue un collaborateur chez vous. Et donc la deuxième partie du funnel, c'est comment une fois que mon collaborateur est là, je fais en sorte que la conversion soit parfaite, donc que l'onboarding soit bien fait, que la période d'essai se passe, pour fidéliser mon talent, donc qu'il reste, qu'on développe le talent, on s'occupe de sa formation, on le fait évoluer en tant que carrière, et qu'à la fin, la dernière partie, donc ce qu'on appelle l'advocacy, c'est plutôt, c'est vraiment votre salarié, il est fier de vous représenter, et c'est cette partie ambassadeur. C'est l'étape ultime d'un point de vue marketing, parce que vous allez vouloir que vos ambassadeurs vont parler. C'est eux qui vont être les meilleurs vecteurs d'image de marque. C'est vos salariés eux-mêmes qui vont dire je travaille pour telle entreprise, c'est super, je trouve ça génial. Et finalement, eux vont attirer d'autres talents dans leurs équipes, etc. Donc ce funnel est finalement une boucle, un cercle vertueux. Voilà le funnel marketing. Ça rejoint une des questions qui était tout à l'heure sur les différentes tendances ou les métiers du marketing RH. Déjà, appliquons ce funnel avec les processus, les outils, les contenus, les assets, pour utiliser un anglicisme. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour chacune de ces étapes en place et comment structurer cette espèce de parcours collaborateur, en tout cas de logique, qui permettent de susciter de l'engagement et de l'attractivité. Quelles sont justement les grandes étapes ou les phases par lesquelles passer, la démarche pour déployer du marketing RH? Est-ce qu'il y a quelque chose d'assez logique pour laquelle… Alors, c'est toujours du bon sens et c'est de la méthodologie classique. Et je pense que il y a beaucoup de gestion de projet qui vont faire ça. Mais pour moi, c'est vraiment 4 étapes. Donc, on parle en méthodologie, c'est déjà faire le bilan de l'existant. Donc, regarder, c'est l'analyse force et faiblesse. En jargon marketing, on appelle ça un SWOT, mais c'est de regarder déjà, faire la photo de l'existant, de ce que vous avez au sein de votre département, au sein de votre entreprise, d'aller faire des analyses qualitatives. Donc, est-ce que vous allez peut-être attraper du contenu via vos exit interviews, de savoir pourquoi ils sont partis. Interviews. Oui, pardon. C'est les entretiens de départ, non, voilà. ça.
pourquoi les gens sont partis. Donc vraiment ça, c'est de l'analyse qualitative, où vous allez avoir quelques verbatim infos intéressants. Et de l'autre côté, c'est faire des sondages, hein, on en parlait tout à l'heure, du sondage, de voir un peu l'ambiance sur une note de 1 à 10, comment se sentent vos salariés dans l'entreprise. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est une fois que vous avez fait toute cette analyse, c'est de continuer aussi à faire des interviews pour bâtir un plan centré collaborateur. Donc, c'est bâtir votre plan d'action. Et dans votre plan d'action, pour moi, ça c'est la troisième partie, c'est comment on arrive au KPI. Et qu'est-ce que donc, les KPI, pareil, encore du jargon, mais c'est les indicateurs de performance. Voilà, quels vont être les indicateurs de performance? Qu'est-ce que je vais vouloir faire? Est-ce que je vais vouloir augmenter les mobilités internes de 20%, 30%? Est-ce que je vais vouloir réduire mon nombre de départs? Vraiment d'aller, avant de commencer le plan, de dire quels vont être mes indicateurs de performance. Et en numéro 4, c'est comment je suis mon plan. Ça va être quoi mes étapes, les points d'étape à 6 mois, 1 an, 2 ans, parce que les projets marketing RH, pour moi, ils sont assez longs. Donc, faut bien imaginer ça et avoir cette méthodologie de projet sur les RH, je pense que ça va être très intéressant. Donc, 4 étapes bien distinctes. Alors, on reparle de bon sens, ça paraît un peu logique, mais souvent cette logique-là est peu appliquée. Ça, c'est un exemple, c'est ça? Oui. De l'application. Est-ce que tu peux nous le faire en 20 secondes? Bien sûr. 30 secondes. En gros, en haut, vous avez ce qu'on imagine en talent management. Donc, vous voyez bien les étapes de funnel, tout ce qui est awareness, interest, considération. Souvent, quand on fait du talent management, on ne pense pas vraiment à la mise en application en interne de comment je fais en sorte que mes collaborateurs ils sachent qu'il y a telle ouverture de poste à tel endroit. Comment je vais susciter leur intérêt? Comment ils vont considérer? Est-ce que je vais passer par les canaux traditionnels d'un manager, etc. Et la partie bleue en bas, c'est une expérience du talent qui est optimisée parce que on a fait en sorte que les collaborateurs sachent exactement ce qu'il y a comme possibilité, comme opportunité. Donc, on ouvre le champ des possibles, on crée leur intérêt parce qu'on va avoir une plateforme qui va leur envoyer des suggestions et ces suggestions-là vont être considérées. Donc, c'est vraiment le avant-après, on va dire, quand on met en place une plateforme telle que la nôtre. On va prendre des questions parce qu'il y en a évidemment beaucoup et c'est tant mieux. On va essayer de répondre presque du tac au tac. Alors, je m'excuse, mais on essaie de respecter le timing, donc on va être un petit peu rapide. On va prendre 3-4 questions. Céline te pose la question suivante. Comment questionner sur les raisons des départs? Tu parlais de l'offboarding. Oui. Comment questionner sur les questions du départ? Moi, sur les raisons du départ. Sur les raisons du départ, alors ça dépend, pareil, la réponse de Normand, ça dépend des raisons du départ. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux à les faire. Il y a peut-être des choses en anonyme, de garantir l'anonymat, de pourquoi on part, mais vraiment laisser une place à l'anonymat pour qu'on ait le plus d'informations. Il y a peut-être un échange avec le manager et un échange qui soit avec une autre personne, mais pour moi, il y a plusieurs interviews à les faire. Voilà, c'est plusieurs interviews et évidemment plusieurs questions. Frédéric te pose avoir à attirer et fidéliser des collaborateurs, n'est-ce pas déjà un avis d'échec sur sa culture d'entreprise? Alors non, parce que si toutes les entreprises fonctionnaient uniquement par le bouche à oreille, je pense que c'est un petit peu comme le marketing. On adorerait être une entreprise virale où tout le monde veut postuler parce que cette entreprise est incroyable. Je pense que Patagonia, ils n'ont aucun problème à aller attirer et fidéliser des talents, par exemple. Et c'est le Graal ultime. Je pense que ce n'est pas du tout un aveu d'échec sur la culture d'entreprise. Bien au contraire, c'est juste qu'il y a tellement de choses à aller travailler qu'il y a peu d'exemples où, en tout cas moi, de ce que je vois, il y a peu d'exemples où on n'est pas obligé d'aller attirer et fidéliser des collaborateurs. C'est normal. Oui, et puis je pense que c'est un travail de tous les jours. La culture d'entreprise, c'est aussi consister à donner envie, en fait, de nous rejoindre, de nous fidéliser, d'être engagés. Donc, les deux sont corrélés. Et en fait, aujourd'hui, la plupart des entreprises ont quand même des difficultés à attirer. Le turnover a doublé en 20 ans en France. Est-ce qu'on a doublé les moyens de mettre sous contrôle le turnover? Je ne pense pas. Et donc, restons dynamiques sur l'optimisation de cette culture d'entreprise. Dernière question, Lisa, enfin il y en a d'autres et je m'en excuse, mais après j'ai quand même d'autres questions à ton attention pour finir ce webinaire.
Lisa, j'entends une vraie compétence pour le mot collaborateur. Une appétence. Qu'est-ce que j'ai dit? Compétence. Voilà. Voilà. Je comprends. Bon, une vraie compétence, je ne sais pas, mais une vraie appétence donc, pour le mot collaborateur. Quel sens, notion mettez-vous derrière ce mot et quelle différence faites-vous avec les notions de salarié et de collègue? Pour moi, le mot collaborateur, il est intéressant parce qu'il y a il y a collaboration dedans. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir tendance à beaucoup dire collaborateur plus que salarié, qui est un petit peu plus sec, qui a pas ça. C'est vraiment la notion de paye. Voilà, il y a salaire. Et collègue étant un petit peu plus proche, on a tendance à dire beaucoup collaborateur. Ouais. Le salarié, c'est effectivement le lien, c'est un contrat de travail, et le collaborateur, c'est un projet. Donc, un stagiaire qui n'a pas de contrat de travail, un freelance, un consultant ou un intérimaire est plutôt un collaborateur. C'est une manière, c'est pour aller dans le sens de l'entreprise étendue. Et il y a cette notion de collaboration qui est un petit peu plus large que celle restrictive du contrat de travail. Merci beaucoup, Julie, pour ces réponses. Moi, j'ai quand même encore 2 questions à ton attention, parce qu'on termine les webinaires par RH toujours de la même façon, sur ton coup de com' et ton coup de cœur. Mon coup de com', c'est d'aller voir le blog parce qu'on a beaucoup de choses. Et je pense que c'est un article que mon incroyable Camille, parce qu'il y a une Camille dans la salle aujourd'hui, mais j'ai aussi une incroyable Camille dans mon équipe qui écrit ça. Donc, c'est beaucoup d'astuces pour vous aider sur la motivation des salariés. Donc, je vous invite à aller voir le blog. Et mon coup de cœur, on en parlait, il y a bientôt un film sur Ali Yankovic, qui était quelqu'un qui faisait des parodies de chansons dans les années 80. J'adore ce personnage. Et d'ailleurs, on avait fait des parodies de chansons appliquées au RH pour le 1er avril. On avait appelé ça le Cara RH. Je vous invite à aller chercher ça. Donc, Ali Yankovic, c'est une série, c'est ça? C'est un film avec Daniel Radcliffe. Ouais. Harry Potter devient un chanteur à l'accordéon. Je vous invite à aller voir. Le Cara RH. Le Cara RH. Alors, en tout cas, merci beaucoup de nous donner un petit peu de ta personne. Nous ne sommes pas que des robots à vendre du marketing RH, il y a bien des individus et de l'humain derrière ça. Merci infiniment d'avoir été là ce matin pour nous parler marketing RH. C'est un sujet qui a évidemment suscite beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, mais on a du mal à le traiter dans son exhaustivité en 45 minutes et pourtant on a essayé de répondre à beaucoup de questions. Merci beaucoup. Je vous donne pour ma part rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain, lors d'un événement exceptionnel qui s'appelle 24 heures RH, qu'on organise une fois par trimestre sur le thème du recrutement. On ne sera pas très loin avec beaucoup d'acteurs toute la journée à partir de 9 heures. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez 10 conférences avec plusieurs DRH, plusieurs experts, plusieurs consultants, plusieurs influenceurs pour parler et essayer de faire le tour de ce sujet du recrutement. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, je vous donne également rendez-vous le 8 décembre à 11 heures. Tous les webinaires par RH ont lieu à 11 heures avec la société SD Works et notamment Marilyn Maisonneuve pour nous parler de digitalisation RH, les 5 questions à se poser avant de se lancer. Merci à toutes et tous. Merci encore une fois à toi, Julie. Merci, toi. Bonne journée à tous. Bonne journée et à très bientôt. Et surtout, portez-vous bien.